Bonjour, heureux de vous retrouver pour un cours qui va traiter de l'ictère rétentionnel. Le plan que je vous propose, un rappel des définitions, je le répète, les définitions en médecine sont fondamentales afin que nous ayons un langage commun. Je vous rappelle sur la bilirubine et sa physiologie, la cholérèse. Ensuite, nous aborderons le diagnostic et quel arbre décisionnel il faut suivre pour être certain d'être assez systématique, ce qui nous permettra d'aborder certaines étiologies. Nous verrons ensuite les étiologies principales des obstacles et des ictères rétentionnels. Puis nous terminons avec un résumé qui nous permettra d'aborder différents points de sémiologie. Par définition, un ictère est la coloration jaune des téguments, les téguments comprenant la peau et les muqueuses. Il est dû à une accumulation de bilirubine. En clinique, il y aura des gens qui auront uniquement une coloration des conjonctives, on parle de subictère conjonctival. Il apparaît lorsque la bilirubine totale est supérieure à 25, mais dès que la bilirubine totale est supérieure à 50, la peau également devient jaune, on parle à ce moment-là d'ictère cutaneo-muqueux. On note qu'en anglais, on parle de jaunisse, alors qu'en français, on n'utilise pas en médecine ce terme. Voilà sur cette photo ce qu'est un ictère conjonctival. Et s'il est uniquement présent et que la peau est parfaitement blanche à côté, eh bien on va parler à ce moment-là d'ictère, de subictère conjonctival. Il va falloir ensuite différencier l'ictère rétentionnel ou non rétentionnel, et là on sera dans le cadre d'une insuffisance hépatocellulaire, et là dans le rétentionnel il va falloir regarder s'il existe un obstacle. Quand on parle d'ictère, il y a un mot qui arrive toujours en même temps, c'est la cholestase, et donc quand une cholestase, est-ce qu'il y a une rétention qui entraîne un ictère, et donc on parle de cholestase ictérique, ou une cholestase sans ictère, on parle de cholestase anictérique. Les deux tableaux typiques sont le cancer de la tête du pancréas, qui est quelque chose qui apparaît progressivement, avec un blocage de la voie biliaire en bas, une dilatation, et le patient devient jaune puisque la bile ne s'écoule pas. Contrairement à l'ictère non rétentionnel, dont le cas le plus classique est le suicide au paracétamol, qui entraîne une lyse hépatocytaire, et il n'y a pas d'obstacle, c'est simplement que les hépatocytes ne fonctionnent pas. Lisez bien au sein des fondamentaux de pathologie digestive la formation de la bile, et faites bien attention, la bile commence à être sécrétée au niveau du canalicule biliaire, c'est-à-dire au pôle, il n'y a pas de membrane, c'est dû au pôle biliaire de l'hépatocyte, et ensuite au niveau des canaux biliaires avec les cholangiocytes. Donc la bile commence à être sécrétée ici, mais la bile réellement, elle comprend également la sécrétion de l'épithélium biliaire. On peut noter d'emblée que la bile n'est composée que pour 1% de bilirubine. Et le reste, ce sera des sels biliaires, des phospholipides et du cholestérol, ces fameux 3 composants du triangle de Small que nous avons vu dans le cours précédent, et 5% du cas des protéines. Donc la bilirubine, d'où elle provient? Elle vient de l'hémoglobine, qui est transformée en biliverdine, puis en bilirubine non conjuguée, puis en bilirubine conjuguée. Comment ça se passe dans le corps? À 90%, ça se passe dans la rate. Les globules rouges sénescents sont transformés libèrent leur hémoglobine, d'un côté le fer, mais le reste est transformé, la globine est transformée en biliverdine, puis en bilirubine non conjuguée. Donc si on voulait être plus précis, hémoglobine, il y a même la choléglobine, la verdoglobine, puis la biliverdine, qui donne la bilirubine non conjuguée. Cette diapositive n'est pas à retenir. La bilirubine non conjuguée
via la veine splénique, arrive dans le foie, et elle est transformée en bilirubine conjuguée par une UDP glucuronide transférase qui lui adjoint 2 UDP glucuronates. Donc c'est l'UDP glucuronide transférase à ne pas confondre avec la gamma-GT. Ce schéma que vous regarderez plus avant lorsque le cours sera terminé, mais on va le placer sur un schéma général. On reprend globules rouges, hémoglobine, biliverdine, bilirubine non conjuguée, conjugaison dans le foie. Elle passe ensuite dans la voie biliaire principale, arrive dans l'intestin grêle au niveau du duodénum, et elle est à ce moment-là retransformée en bilirubine non conjuguée par des glucuronidases bactériennes. Elle poursuit son transit, et elle est transformée en mésobilirubine, puis en stercobilinogène, et en stercobiline qui colore les selles, et nous y reviendrons à la fin du chapitre pour la sémiologie. Il y a une réabsorption de la bilirubine non conjuguée, et cette dernière est aussi transformée en urobilinogène et en urobiline au niveau du rein, puisque avec le cycle, ça passe dans l'artère, l'aorte, et donc il y a une transformation et une coloration des urines due également à la bilirubine, et on verra que une décoloration des selles et des urines foncées sont pathognomoniques d'un obstacle biliaire. Un rappel sur la cholérèse, nous l'avions vu dans le cours de la colique hépatique, en moyenne 10 cm d'eau de pression dans la voie biliaire. Le sphincter de Lie résiste jusqu'à 15, il y a donc un reflux dans la vésicule qui, elle, va pouvoir stocker la bile. Les enceintes de pression normales jusqu'à 15, on retient que c'est la pression normale du sphincter de Lie, mais si la pression augmente à plus de 20, il y a un reflux lymphatique, puis un reflux veineux, et à 30, il y a un arrêt de la sécrétion biliaire, et la toxicité de la bile au sein de l'hépatocyte entraîne une apoptose et une mort hépatique. Et les reflux, ils concernent aussi les bactéries, les cytokines, les endotoxines, et on a vu que c'était la physiopathologie de l'angiopénie. Au cours de l'alimentation, relargage de la cholécystokinine, pression sur la vésicule, dilatation du sphincter inférieur, et la bile peut à ce moment-là s'écouler pour remplir ses fonctions de digestion. Alors, quel arbre décisionnel? Eh bien, on peut se poser la question, quels examens à réaliser? Tout d'abord, un ictère. Est-ce que la bilirubine est augmentée? On fait un dosage de la bilirubine totale et conjuguée, la soustraction des deux donnant la bilirubine non conjuguée. On va aussi doser la gamma-GT et la phosphatase alcaline, puisqu'il faut savoir s'il existe une cholestase ictérique ou anictérique. Et est-ce que le foie souffre? Est-ce qu'il existe une cytolyse? On différenciera les ictères à bilirubine non conjugués, pour lesquels la bilirubine non conjuguée représente les 2/3 de la bilirubine totale, l'inverse pour la bilirubine conjuguée, et les ictères à bilirubine mixte, 50-50. Est-ce qu'il existe une cholestase? On parle à ce moment-là d'ictère cholestatique ou de cholestase ictérique. Est-ce qu'il existe une cytolyse, ictère cytolytique, avec donc des transaminases élevées? Il est évident que la biologie maintenant a automatisé le dosage des droits, et donc ceux-ci sont demandés en même temps, et donc vous aurez à les interpréter en permanence, en même temps. Donc pour l'arbre décisionnel, on va commencer par les ictères à bilirubine non conjugués, donc les 2/3 sont faits de bilirubine non conjuguée, donc on regarde où est-ce qu'on peut se placer, hémoglobine, donc une hémolyse probablement, et puis un problème de défaut de transformation intrahépatique. Donc la première question à se poser, c'est existe-t-il une hémolyse? Et donc à ce moment-là, on va faire une numération de formule sanguine, donc l'existence d'une anémie. Est-ce qu'il y a des réticulocytes? Et est-ce qu'il y a une augmentation de la pléoglobine? Vous le verrez sur le schéma que je vous avais dit de passer rapidement, où vous verrez où se situe la pléoglobine. On aura donc des ictères hémolytiques, et ça c'est un cours que vous verrez plus tard en hématologie, où il y a donc une lyse des globules rouges, et puis les ictères non hémolytiques, dont les 4
principales étiologies sont l'ictère physiologique du nourrisson, qui est dû soit à une fragilité de l'hémoglobine, soit à un défaut de la glucuronotransférase, qui est une immaturité, et avec sa maturation, la transformation se fait de plus en plus. Et puis il peut y avoir un problème de mauvais recyclage, mauvais recyclage de la bilirubine dans le cycle entéro-hépatique. La maladie de Gilbert, qui est présente dans à peu près 5% des cas, qui est un déficit de la glucuronotransférase, qui est à peu près déficiente dans plus de 30% des cas, 30% de sa fonction. La maladie de Crigler-Najjar, qui est un déficit complet et qui est quasiment létal. Et la dernière, qui est une érythropoïèse inefficace, donc une mauvaise érythropoïèse, donc une hémoglobine relarguée de manière plus abondante. Passons maintenant à l'ictère cholestatique, donc augmentation de la bilirubine conjuguée. Donc, existe-t-il une cholestase, donc augmentation ou non des gamma-GT? Les ictères non cholestatiques de maladie bénigne que l'on connaît, le syndrome de Rotor, dont la cause est inconnue actuellement, ou le syndrome de Dubin-Johnson, qui est une mutation du gène ABCC2, mais peu d'impact en clinique, et puis l'ictère cholestatique. Donc l'ictère cholestatique, on va se demander, il y a une cholestase, mais existe-t-il un obstacle, quelque chose d'organiquement visualisable, soit cliniquement, ce qui est assez rare, soit avec la radiologie, et donc la radiologie, échographie du foie et des voies biliaires. Si rien n'est retrouvé, on peut dire à ce moment-là sans obstacle, et on a vu que dans ces cas-là, c'est un problème du transporteur du canalicule, ou sinon il y a un problème sur l'arbre biliaire, et on a un obstacle qui est décelé à l'échographie. Donc pour les étiologies, problème d'ictère cholestatique sans obstacle, il s'agit donc d'une pathologie du canalicule, du transporteur du canalicule biliaire, dont font partie la cirrhose, toutes les inflammations, l'hépatite, l'angiocolite, nous l'avons vu, et les infections bactériennes extra-hépatiques sévères, avec des endotoxines qui vont venir se mettre en compétition, comme certains médicaments peuvent se mettre en compétition avec le transporteur. Il existe aussi une maladie congénitale, la cholestase familiale progressive. Donc maintenant, l'ictère cholestatique avec obstacle. Donc, si on a mis en place on a vu un obstacle, eh bien, on appelle à ce moment-là l'ictère est rétentionnel. Donc, il y a donc une atteinte de l'arbre biliaire, que ce soit au niveau supérieur, donc ce que j'appelle le Y supérieur, le Y moyen, voie biliaire principale, canal cystique, ou le Y inférieur, voie biliaire principale, canal de Wirsung. Donc, soit il y a un obstacle de toute la voie biliaire principale, et à ce moment-là, on comprend bien que le malade devient jaune, devient ictérique, parce que la bile ne s'écoule plus. Soit il y a un problème de tous les petits canaux, et on le voit bien soit dans la cirrhose, soit dans les transporteurs du canalicule. Alors il y a un piège très classique, c'est que il y a une cholestase que d'un seul côté, on va dire par exemple le canal droit, mais vous avez une cholestase qui est anictérique. Pourquoi? Parce que le foie gauche permet lui de transformer la bilirubine et de drainer la bilirubine uniquement avec 50%, on peut dire, de la fonction hépatique. Alors les étiologies principales, eh bien, pour le blocage de la voie biliaire principale, est-ce qu'il y a un problème à l'intérieur, donc des calculs du parasite, de la bile? Est-ce qu'il y a un problème de la paroi? On va voir toujours le cancer, puis les maladies inflammatoires, cholangioschlérosante cognitive, ou une atteinte immunitaire, cholangite lymphoplasmocytaire. Et puis le tuyau, il peut être comprimé de manière extrinsèque, le cancer du pancréas, la pancréatite, une adénopathie et trop de pression dans la veine porte qui écrase la voie biliaire.
toujours se remettre ce schéma, quelle que soit la maladie, un tuyau qui reçoit une artère dont par une veine, qui est innervé, qui envoie des afférences et qui est drainé par des lymphatiques. Et donc, si vous faites dysfonctionner n'importe quel de ces éléments, eh bien, vous aurez une dysfonction d'organe. Donc, luminal, le calcul, pariétal, le cancer ou une maladie inflammatoire du tube, et les compressions extrinsèques, donc le cancer du pancréas qui pourrait pousser, la problématique des adénopathies, et puis la problématique de la trop grosse pression dans la veine, avec un écrasement sur ce qu'on appelle le cavernum portal. Et puis, s'il n'y a pas d'obstacle, c'est un problème de petit canal, et donc la cirrhose biliaire et les inflammations de type cholangite. Donc en résumé, à chaque fois que vous avez un patient cirrhotique, à chaque fois, que vous avez un patient ictérique, que l'ictère soit complet cutanéo-muqueux, c'est-à-dire que le patient a les téguments également jaunes, ou qu'il y ait un subictère conjonctival. Vous pouvez déjà vous dire que la bilirubine totale va être supérieure à 25. Donc regardez bien le blanc des yeux qui par définition est devenu jaune. Vous devez vous mettre ce schéma dans la tête. S'agit-il d'un problème d'augmentation de production de bilirubine non conjuguée? Donc vous vous posez la question de l'hémolyse. S'agit-il d'un problème de glucurono-conjugaison, de transformation de bilirubine non conjuguée en conjuguée? Et y a-t-il un problème d'écoulement dans la voie biliaire? Et donc là on parle de l'ictère rétentionnel. Et ensuite, vous savez que c'est la bilirubine qui, en se transformant en finale en stercobiline, teinte les selles, et que le passage de la bilirubine finit par donner de l'urobiline, et qui teinte aussi les urines. Et donc vous devez vous poser la question de la couleur des urines et des selles, et classiquement, urine foncée, sel décoloré, égale obstacle de la voie biliaire principale. Lorsqu'il existe une cholestase, on ne sait pas exactement quelle est la physiopathologie, mais il existe un prurite. On pense que ce sont les selles biliaires qui se décomposent, mais qui se déposent en sous-cutané, mais on n'en est pas tout à fait certain. Existe-t-il une douleur? S'il existe une douleur biliaire, c'est donc une colique hépatique, parce que par définition, toutes les douleurs biliaires sont des coliques hépatiques. Ça veut dire qu'il y a un obstacle brutal. On est plutôt dans le domaine du calcul, ce qui est rassurant pour le patient. Par contre, s'il n'y a pas de douleur, c'est-à-dire que le processus s'est mis en place progressivement, eh bien il va y avoir le spectre du cancer du pancréas. Il peut y avoir donc une dilatation rétrograde de la vésicule, et on appelle ça le signe de Courvoisier-Terrier, c'est-à-dire une grosse vésicule indolore, c'est quelqu'un d'ictérique. Et puis bien sûr, il faudra toujours reprendre l'intégralité de l'examen clinique et du questionnaire pour tout signe anamnestique. La radiologie, systématiquement une échographie, et en fonction, vous verrez qu'on réalisera un scanner, une cholangio-IRM, une écho-endoscopie, une opacification rétrograde, voire transhépatique, avec des dangers dès qu'on est sur l'injection du patient, et des sensibilités, des spécificités totalement différents, mais vous y reviendrez pas. Et donc la biologie, vous demanderez systématiquement devant un ictère le dosage de la bilirubine totale et conjugée, la recherche d'une cholestase, la recherche d'une cytolyse, la recherche d'une hémolyse avec l'anumération formule sanguine du réticulocyte et la plasmodine, et bien sûr le seul examen d'imagerie à réaliser systématiquement, même si vous êtes dans le cadre d'un autre ictère ou vous pensez être dans le cadre d'un autre ictère, une échographie du foie et des voies biliaires. Je vous remercie.